ndenge nini mpo yo moko ozala na esengo ya kolia na ntango bato ebele autour na yo bakolala nzala mpe bakolela. Soki olingi Congo, respecte la démocratie. Soki olingi Congo, respecte la institution. Ah ouais? Le dirige aujourd'hui à se positionner au pouvoir pendant presque 16 ans. On ne refuse pas qu'il y ait de modifications, on ne refuse pas qu'il y ait de révision, mais ils doivent dire d'abord à la population congolaise qu'est-ce qu'ils ont trouvé du mal dans cette même constitution, qui les a aidés, qui les a couverts dans leur mafia et dans leur oppression du peuple congolais. Je pense que la question n'est pas à sœur de changer la constitution. Comme je l'ai dit plus d'une fois, nous devons par contre débattre de la forme de l'État qui doit nous régir au pays et non pas l'exercice de changement de la Constitution. Lors de la conférence de Bruxelles, avant l'indépendance, le régime d'État qui était choisi à l'époque, c'était le fédéralisme. Et lors de la conférence nationale aussi, à Kinshasa, au Congo à l'époque, à laquelle plus de 2000 quelques délégués ont participé, la forme de l'État qui était choisie était le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une forme d'État qui se situe entre deux pôles, hein, mais au moins ça donne l'avantage à chaque État, à chaque province. Aux États-Unis, on appelle des États. Chez nous, on parle de provinces. À chaque province, donc pour utiliser les jargons de chez nous, ça donne l'indépendance à chaque province de pouvoir gérer ses ressources, de pouvoir se développer, au lieu d'être emprisonné par un État unitariste qui ne lui sert à rien. Je pense que c'est cela qu'il fallait débattre au lieu de la Constitution. La Constitution, c'est un texte. Si fort soit-il ce texte, mais c'est seulement un texte. Le peuple partout au monde a besoin de bons dirigeants, de gens qui soient capables de rendre le service à la population, rendre le service au pays, afin de pouvoir industrialiser les pays, développer les pays et l'amener dans les concerts des nations développées au lieu de passer le temps à débattre des termes académiques où l'on montre les gros français, les gros anglais et à la fin on trouve que c'est une coquille vide, tout simplement parce qu'on voudrait maintenir un quidam ou un groupe de quidam au pouvoir qui ne rend pas service à la population. Donc, je ne veux pas perdre du temps à débattre de la révision constitutionnelle. Je pense que le peuple congolais doit refuser toutes ces manœuvres là-bas, parce que nous avons été déçus par le régime actuel, le régime des terroristes et le régime des mercenaires au pouvoir, et nous devons nous préparer pour le bouter dehors, afin que cesse ce blague-là. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, prêt à négocier avec l'opposition de la République, prêt à négocier avec certains membres, y compris la société civile, les diasporas. Que pensez-vous? C'est une bonne idée? On n'a pas besoin de sa négociation, on n'a pas besoin de lui. Le grand plaisir qu'il peut procurer au peuple congolais, c'est d'abdiquer le pouvoir. Ils doivent quitter là où il est, parce qu'il a échoué. C'est un petit malheureux, hein? Je sais que c'est quelqu'un qui ne veut plus continuer à être président. Quelque part, quand vous observez son attitude, ses dires, ses gestes, vous trouvez que c'est quelqu'un qui depuis longtemps a été emprisonné par un groupe de mafieux. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas été préparé pour diriger un pays, si grand, si petit soit-il. Il n'est pas préparé, il ne s'y connaît pas, cet homme parachuté. On l'a amené juste là pour couvrir les vols, l'occupation et la guerre, c'est tout. Donc c'est quelqu'un qui depuis longtemps devait partir. Négocier avec la diaspora, nous ne voulons pas en entendre parler. Négocier avec l'opposition, je me demande encore s'il y a une opposition au Congo. On n'a pas besoin de propositions que Hippolyte Kajambere Kanambe peut mettre sur la table parce qu'il
il a échoué. Son bilan est positif seulement dans un sens. Il a tué, il a volé, il a aidé les pays limitrophes et lointains de piller le Congo, d'appauvrir les Congolais. Il s'est enrichi, lui qui n'était qu'un simple taximan, un simple seigneur de chaussures, un petit mécanicien de rue. Et du coup, il a été propulsé au grade de général-major. Et l'apothéose, c'est devenir président d'un pays si richement pauvre et pauvrement riche que les Congo. Président, d'après vous, qui vous trouvez mieux de diriger les pays comme RDC, que ce soit les partis pays comme la République démocratique du Congo? Moi, je suis capable de diriger ces pays. Et si les gens me font confiance, ils peuvent me mettre sous interrogation. Je ne vais pas trahir les Congolais. Je ne vois pas ce que je vais voler au Congo ou aux Congolais que je n'ai pas. Mais c'est le discours que tout le monde a toujours amené. Dans la plupart des... le pouvoir. Nous sommes un peu différents. La plupart des gens qui vont suivre ce genre de régime, ce sont des pauvres en général. Et d'autres sont des gloutons. Quand quelqu'un est nommé ministre, la première chose, c'est chercher à s'acheter une maison. C'est chercher à s'acheter une voiture. Ce sont des gens qui n'ont presque pas vécu. Mais moi, j'ai vécu. Moi, j'ai couru dans de bonnes voitures. Moi, j'ai une maison. Moi, j'ai une femme. J'ai des enfants. Moi, j'ai géré. Et je continue à gérer une centaine de gens. Donc, je pense que moi, je suis préparé à la gestion d'une grande entité telle qu'un pays. Et ceux-là qui l'entourent, ce ne sont pas des gens qui sont préparés à gérer. Ce sont des incompétents qui se cachent derrière l'ombre d'un incompétent. Vital Kamerhe, c'est un incompétent. Vital Kamerhe a géré quoi? Vital Kamerhe n'a géré que le Parlement où il était positionné pour mater la plupart des parlementaires. Et donc, travailler au profit des régimes d'occupation parce que lui-même n'est pas un Congolais. Vital Kamerhe, il doit le savoir qu'il n'est pas Congolais et c'est connu. Vital Kamerhe a cru que tout le monde avec qui il a étudié ou il a grandi ensemble, tout le monde est mort. Ouais? Et la plupart des Rwandais croient ça, que tout le monde qui les ont connus, tout le monde est mort. Non, nous ne sommes pas morts tous, bien qu'ils ont massacré les Congolais. Il y a des survivants comme nous. Je connais bien ces garçons. Il ne peut pas être président. Oui, je sais qu'il est ambitieux. Hein? C'est un Rwandais comme tout le monde. C'est un Rwandais. Il est ambitieux. Je le concept. Tout le monde doit être ambitieux. Mais s'il peut gérer, mais qu'il aille chez lui, que ce soit au Rwanda ou au Burundi, celui-là chez eux, c'est là où se trouve sa communauté. Vital Kamerhe n'est pas congolais. Non, il n'est pas congolais. Rwandais, comme vous le dites. Il n'est pas congolais et il ne peut pas nous prouver qu'il a dit son congolais parce que Motomoko, Hippolyte Kanambe, na Vital Kamerhe égale 1. Loyo, Zokende, Hippolyte Kanambe, Zobima, Congo, Vital Kamerhe, Zobima, Congo, Bolinga te, Zobima, Congo, Tolofimbuloyo, Zobima, Congo, Vital Kamerhe, Zobima, Congo, Hippolyte Kanambe, Zobima, Congo, Bolinga te, Zobima, Congo, Tolofimbuloyo, Zobima, Congo, Hippolyte Kanambe, Zobima, Congo, Vital Kamerhe, Zobima, Congo, Bolinga te, Zobima, Congo, Tolobi tous les Rwandais, Zobima, Congo, Tolobi Mbuloyo, Zobima, Congo, Baloyo te. Sikoyo bakolo mboka bazali kozwa mboka na bango na maboko. Bosakanaki mingi ntango na bino ekoki.
mawa na bino libenga ya zoba bakotisaka loboko sembala moko na 2006 bokosaki peuple na nzela ya baelektio resultat lelo bobomi plus de 8 millions de bandeko bozongi lisusu bochange je bolobi bokende baelektio boza komikosa ye bozobima na Congo. Nous l'avons connu, certains parmi nous ont été ses collègues. Donc il ne peut pas nier ça. Et lui, et Hippolyte Kajambere Kanambe, et l'actuel chef, l'inspecteur de la police, les fils du Sengimana, et Azarias Roberwa, et Thomas Zirantimana, et Bizimana Karamuhetu, et Darwezi. Ils sont nombreux, ce sont tous des Rwandais. Et donc, s'ils veulent nous prouver qu'ils sont capables de gérer, qu'ils aillent gérer chez eux au Rwanda, au Burundi, où il n'y a rien. Il n'y a que des papayes, il n'y a que des bananes, les bissamounions. Il n'y a qu'un peu d'idées. Bon, ils peuvent gérer leur pays, développer leur pays avec ça. Mais pas au Congo. Donc, Kamere doit cesser sa folie. Il doit mettre fin à ce genre de tout petit, de se faire passer pour un Congolais, alors que nous savons qu'il joue au jeu des Hippolyte Kajambere Kanambe, qui s'appelle abusivement Joseph Kabila. On n'a pas besoin donc des compétences, s'il en a, des Kabila, des Kamere. On n'en a pas besoin. C'est quelqu'un qui doit être arrêté. Mais pensez-vous que pour bien diriger un pays, il faut être un nationaliste? Ou bien il est question de bon sens? Il est question de l'éducation pour bien diriger un pays? Et ce que tu dis est vrai. Moi, je ne refuse pas. Je n'ai pas la haine vis-à-vis d'Hippolyte Kajambere Kanambe. En tant qu'être humain, je ne les hais pas. Mon problème est qu'il est incompétent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il s'entoure de gens qui ne valent rien. Lui-même l'avait dit. Lui-même l'avait dit. Je pense au cours d'une conférence, je ne sais pas, aux États-Unis. Il avait dit que je pouvais mieux faire au Congo si j'étais entouré de bons gens. Je n'ai même pas, je cherche 5 personnes. C'est sorti de lui-même, il n'était pas fou. Il n'était pas ivre quand il avait dit ça. C'est parce qu'il connaissait son entourage, qu'il a affaire à des flatteurs, à des voleurs, à des menteurs, à des gens qui sont antipatries. Il n'est pas le premier, il n'est pas le premier. On peut dire au président que ceux qui sont à la base de la destruction du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes, l'entourage de Joseph Kabila. À 98%, ce sont les Congolais eux-mêmes. Vous voyez ça? Ce sont les Congolais eux-mêmes. Mais alors, lui, en tant que président, devait faire quelque chose pour s'imposer. Il ne s'impose pas. Il n'est pas le premier Onduvidi à gérer un pays qui n'est pas le sien. Le roi Léopold II, c'était un Allemand, un cousin de la reine d'Angleterre. Bon, mais il a su diriger, tant même qu'il était un grand voleur au Congo, il a bien su diriger la Belgique. Et nous pouvons citer beaucoup d'exemples en Afrique de gens qui ne sont pas de ce pays là-bas et qui essaient de bien gérer ces pays. Sauf qu'il n'a pas bien géré ces pays. Alors il doit quitter. Lui et les groupes de Tutsis, des groupes de Congolais qui l'entourent doivent quitter. Ce sont des gens qui doivent être appréhendés, jugés, flanqués au cachot, en prison, ou au besoin les exécuter, comme cela s'est passé à Nuremberg, lors presque de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là ont contribué au massacre des Congolais. Le régime d'Hippolyte Kanambe n'a réussi que dans l'assassinat des gens. Ils ont tué Katouma Manké, ce sont eux qui l'ont tué, et ils se sont octroyés des postes, qui de Premier ministre, qui de ministre des Finances, qui de ceci, comme récompense, après avoir tué leurs collègues. Ils ont tué Tchebeya, ils ont tué nos confrères de Bundu Congo, ils ont tué combien de journalistes, et ils font disparaître les gens. Ils ont mis en place une société de disparition des gens à Kinshasa. Tout celui qui ose parler, on doit le tuer. Quel genre de société? Je dis une société fictive de tueurs des gens. Je l'appelle une société secrète. Oui. Personne capable de diriger le pays. Je ne sais pas, je ne connais pas ses ambitions. S'il a les moyens, s'il veut, il peut, comme on dit. Il peut, mais est-ce qu'il veut être président?
Parce que si vous êtes président depuis longtemps, il pouvait postuler. Et moi, je l'encouragerais. Je l'encouragerais. Parce qu'au moins, lui, bon, qu'il soit métier ou pas, mais on le connaît, il est né au Congo, et il a grandi au Congo, et il travaille au Congo. Mais Hippolyte Kagame Kanambe, c'est qui? Mais il ne peut pas être le président. Ben écoutez, qu'il finance nos candidatures, nous sommes capables de diriger, moi je suis capable de diriger le Congo, et d'assurer l'entrepreneuriat de tout le monde. Quel mécanisme pouvez-vous appliquer pour assurer la sécurité, pour développer les pays comme Congo? Vous savez, une seule fois que vous êtes au pouvoir. Je ne veux pas tout dire ici, mais je sais ce que je peux faire. Tout ce monde qui a volé. Parce que le régime actuel, tout comme le régime de Mobutu, ces gens ont volé beaucoup d'argent au Congo. Nombreux parmi eux sont devenus de malheureux qui marchent à pied et qui entrent même dans les foulafos, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus d'argent, je vais dire. Mais il y a ceux-là qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de les arrêter, au lieu de les flanquer en prison, mais on peut leur donner des conditions. On ne vous ravit pas l'argent que vous avez volé. On ne vous oblige pas à exiler. Mais rapatriez tout ce que vous avez comme argent et venez créer des entreprises au Congo afin de pouvoir contribuer à l'emploi de vos concitoyens. C'est une condition qui peut être mise sur table comme négociation et il faut rapatrier tout ce qu'ils ont comme devise. Parce que nombreux parmi eux meurent en gardant cet argent à l'étranger et ça n'aide pas le peuple congolais. Ça ne les aide pas eux parce qu'ils ont peur de rapatrier tout ce qu'ils ont comme argent au pays. Pourtant, ça pouvait profiter à tout le monde. Tout ce que nous avons, vous savez, sur la terre, nous finissons par tout laisser. Nous mourons, nous laissons des milliards dans des banques. Et ça ne fait qu'enrichir les pays étrangers, là où on a gardé cet argent. Alors je trouve que la plupart de ces gens qui gardent l'argent à l'étranger, c'est une bande d'imbéciles et de voleurs. Moi, je vais leur proposer, écoutez, ramenez l'argent, vous ne serez pas emprisonnés, l'État signe un accord avec vous, créez l'emploi. Parce que nous ne devons pas toujours tendre nos mains à la solidarité internationale, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, alors que nous avons des citoyens qui ont volé et qui ont de l'argent. C'est question de créer un climat propice à l'investissement, ils vont venir. Prof Kilele, vous êtes président d'un parti politique. La question est de savoir, votre parti politique existe jusqu'aujourd'hui au pays? Le Parti national congolais existe, je sais que nous avons des papiers, hein. Nous avons postulé plusieurs fois. À la présidence? Non, pour qu'on soit agréé. Hein. Moi j'ai des papiers. Mais ça n'est jamais arrivé au bout du tunnel. Hein. Pourquoi ça? Non, mais c'est parce que nous sommes des véritables opposants. Vous voyez, la plupart des partis qui sont agréés, ce sont des partis alimentaires. Vous voyez, il y a d'autres partis, sans doute, on a trop peur du propriétaire, on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas refuser, par exemple, un Jean-Pierre Bemba de ne pas agréer un parti. Vous voyez ça? Alors, nous sommes encore peut-être des petits partis qui faisons mal. Alors, on s'assoit sur les dossiers. Moi, j'ai des papiers, j'ai des récits. Là, nous avons déposé les dossiers, j'ai tout ici. Peut-être qu'ils ont trouvé que vous êtes incapable de mériter vraiment ce titre-là. Vous êtes incapable de... C'est à cause de vos propositions, votre façon de voir des choses, que vous n'êtes pas agréé, que votre parti n'est pas acceptable. On dit en anglais, il ne faut pas juger un livre par la couverture. C'est pas parce que vous voyez un livre, sa couverture ne vous plaît pas qu'il faut directement juger. Ils ont tort aussi, ils ont raisonné de cette façon de pouvoir avoir des idées arrêtées comme ça sur moi. Non, seulement ils ont eu peur de nous. Et ils ont peur de nous. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Je voulais donc terminer ma réponse, chuter en disant que le parti est connu. Même lui, Hippolyte Kagame Kanambe, a nos cassettes, il a le DVD. Dans son bureau et dans sa maison. Ces services d'intelligence le connaissent très bien. Les membres sont à Kinshasa, les membres sont à Lubumbashi, les membres sont dans l'est de la République démocratique du Congo, ils sont là. Pourquoi vous, le président, vous ne pouvez pas au pays pour faire la lutte ensemble avec les militants de votre parti qui sont au pays, mais vous luttez de l'heure en Afrique du Sud? Vous êtes parce que quand même, vous croyez qu'il y a quand même la démocratie en République démocratique du Congo? Être arrêté, être tué n'est pas exclu. C'est un jeu pour un pouvoir d'occupation qui a peur des nationalistes comme nous. Vous voyez?
j'irai au Congo, c'est mon pays. Hein. Les Congos, c'est ma passion. Mais nous avons nos propres stratégies. Et ces stratégies, c'est voilà. Ils viendront le faire déboulonner de là. Nous allons combiner nos stratégies avec les stratégies d'autres Congolais qui ont des partis, mais qui ne font pas assez de bruit. Vous parlez de la démocratie, le Congo n'est pas un pays démocratique. Voyez. D'ailleurs, pour le moment, nous devons seulement nous appeler les Congos. N'appelons pas ça la République du Congo, moins encore la République démocratique du Congo. C'est la mécompréhension de termes politiques. Hein. République, comme on dit à latin, la res publique, à la chose publique. Notre pays n'est pas une chose publique. C'est une chose privée d'un groupe de gens qui en tirent profit. Ce n'est pas une chose publique. Ça, c'est un. Démocratique, il n'y a pas la démocratie au pays. Parce que la démocratie, vous savez, nous aide le monde à imposer la dignité sur tout le monde. Que tout le monde doit être respecté, le respectable. Tout le monde doit avoir droit aux services municipaux, aux services étatiques, etc. Donc tout le monde doit avoir un logement, tout le monde doit avoir droit, vous savez, à des services tels que l'électricité, tels que l'eau potable. Tout le monde doit avoir droit aux soins médicaux, à l'éducation. Ce n'est pas le cas au Congo. On ne respecte pas les gens. Les êtres humains n'ont pas de valeur chez nous au Congo. Ainsi, tout le monde qui est au pouvoir se fait appeler son excellence ou ses excellences, et la population entière est pauvre et ne vaut rien. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne voient pas la valeur des gens. La démocratie, c'est pour eux. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Alors, le peuple congolais doit commencer à raisonner là-dessus pour imposer une démocratie authentiquement africaine ou congolaise. Et nous n'allons pas nous complaire avec une démocratie importée qui ne nous sert à rien. Cette démocratie importée devait nous développer. Ça ne nous développe pas. C'est un conduit à travers lequel les donneurs de leçons démocratiques du monde sont en train d'exploiter les pays, et nous, on nous voile les yeux, on nous jette la poudre aux yeux. Prof Kilele, jusqu'aujourd'hui, la RD Congo, la République démocratique du Congo, reste un pays sous-développé. Qu'est-ce qui est à la base? Et quel mécanisme peut-on appliquer pour sauvegarder ce pays et faire sortir la RDC du sous-développement? Je viens de le répéter, cessez d'appeler notre pays la République démocratique du Congo. Appelons ça seulement le Congo. Elle sera appelée la République du Congo un jour. Sera appelée la République démocratique du Congo un autre jour. Sous occupation, sous Mobutu, sous Hippolyte Kagame Ganambe et son oncle Kagame, ce sont d'appeler ça la République démocratique du Congo. C'est une injure. Appelez seulement les Congo. Alors, comment développer les pays? Oui. Eh bien, c'est simple, ce n'est pas sorcier. Nous devons commencer par le nationalisme. Nous devons commencer par aimer les pays d'abord. Et cesser de mettre au pouvoir une bande de mafieux. Il y a des Congolais qui sont souciés de ces pays, hein, comme moi, qui ont fui le pays, ou qu'on a chassé de ces pays, et qui veulent tous les jours rentrer dans ces pays-là. Mais ils ne peuvent pas y rentrer parce qu'il y a un groupe d'égoïstes qui ne voient que leurs propres intérêts. Pour développer ce pays, nous devons aimer les pays, nous devons nous aimer entre nous. Et nous devons d'abord sécuriser le pays. Et vous pensez que rester à l'étranger, c'est résoudre les problèmes? Ceux qui sont dedans ne résolvent pas ces problèmes. Donc ce n'est pas une honte ou une fuite pour moi quand je suis à l'extérieur. En étant à l'extérieur, je contribue toujours aux idées. Le pays dans lequel nous nous rencontrons, vous et moi, la plupart des dirigeants, à part Mandela qui était en prison, la plupart des dirigeants étaient à l'extérieur. Ils ne sont rentrés que dans les années
1994, d'autres un peu 1991 hollandais. Ils ont passé des trentaines et des quarantaines d'années à l'extérieur. C'est qu'il y a un secret caché à l'extérieur. Bon, écoutez, nos pays africains sont dirigés à partir de l'extérieur. Par les Occidentaux. Sans doute, c'est téléguidé. Et ceux-là qui sont au pays, une minorité connaît ce qui se passe. Quand vous êtes à l'extérieur et que vous êtes éveillé comme nous du Parti national congolais, vous êtes au courant de beaucoup de choses, de beaucoup de secrets. Et vous avez la latitude de pouvoir contribuer, si loin que vous êtes, vous savez, à émettre des idées que la population va happer et les sœurs, elle va servir à les éduquer. Au pays, par contre, une minorité est capable de pouvoir s'exprimer librement, bien que tout le monde est libre depuis la naissance. Donc, en restant ici, le Parti national congolais ne dit pas qu'il restera à l'extérieur pour l'éternité. Mais Président, vous ne trouvez pas que les Occidentaux eux-mêmes parviennent à bien diriger, à gouverner, tandis que les Africains, bon, prenons par exemple le cas du Congo, ils ne parviennent pas à diriger, à bien gouverner. Comment expliquer ça? Vous vous faites confiance aux gens qui vous soutiennent, les gens qui vous aident à beaucoup raisonner, mais ces gens-là parviennent à bien gouverner, parviennent à bien diriger, mais les gens qui vous faites, que vous collaborez, vous êtes incapables de bien diriger, de bien gouverner. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous savez, l'occidental, celui que nous appelons l'homme blanc, il est foncièrement mauvais. Ça, c'est la première chose. Il est égoïste et matérialiste. Mais il n'est pas le diable là que nous connaissons qui est incapable ou qui refuse de coopérer avec les gens. Le blanc, entre guillemets, a amené sa technologie. Et il veut faire le commerce partout à travers le monde. Ce n'est pas le blanc qui interdit à l'homme noir de développer son pays. Combien d'argent l'Occident a pompé en Afrique, au Congo plus particulièrement, que Mobutu et sa clique ont utilisé? Ce n'est pas l'Amérique qui a demandé à Mobutu de ne pas construire des routes, de ne pas construire des écoles, de ne pas construire des ponts, de ne pas construire des hôpitaux. Ce n'est pas l'Amérique. L'Amérique, oui, positionne quelqu'un pour qu'en contrepartie, il puisse exploiter. Mais si l'Amérique, si sur 10 $, l'Amérique prend 50 ou 40 ou 70, par exemple, mais que faisons-nous de ce 20, de ce 30 dollars qui restent? Le régnant prennent 20, voire même 25, et il laisse 5 dans la caisse de l'État. Raison pour laquelle les pays ne sont pas développés. Parce que nous avons des dirigeants qui ont un mauvais cœur, qui sont des voleurs. Comment on peut expliquer le Katanga qui est en train d'être pillé au quotidien? Arrivé à Kasumbalesa, vous allez voir des colonnes de camions à long courrier qui ramassent la terre congolaise. À part les camions, il y a d'autres qui ont rempli les wagons. Qui va? Saute au Zimbabwe. Quand vous arrivez ici à Johannesburg, il y a une place qu'on appelle à Germiston. Moi, je connais un dépôt. C'est plus qu'un aéroport. Où l'on vient entasser la terre congolaise. D'autres prennent la direction de Durban, de Port-Elizabeth, de Cape Town. On prend la terre, et dans la terre, il y a tout. Et l'or, et le diamant, et n'importe quoi. Qui vendent ça? Ce sont ceux-là que vous appelez, qui sont compétents. Ce sont les Camérés. Ce sont les autres. Ce sont les gouverneurs des provinces. Ce sont les ministres qui veulent qu'on leur donne un 3e, un 4e, un 5e mandat. L'argent qu'ils récoltent, où est-ce qu'ils mettent cet argent? Ils achètent des maisons ici en Afrique du Sud, en Belgique ou au Japon, en Amérique, parce qu'au jour le jour, ils préparent leur départ. Ainsi, j'ai appelé cela un gouvernement de mercenaires. Ce sont des gens qui n'aiment pas les pays.
Parce qu'ils ne sont par pas... les Congolais eux-mêmes. Oui, parce qu'ils ne sont pas des nationalistes, parce qu'ils ne veulent pas mettre en place des institutions nationalistes pour protéger le pays. Parce que dans un pays qui s'aime, on ne peut pas facilement sortir des marchandises comme ça ne se fait pas. Il faut des mesures protectionnistes afin que le minerai d'un pays, ou les richesses en général d'un pays, puissent bénéficier à la population. Mais comment on peut expliquer aujourd'hui que le Rwanda est coté au marché des métaux à Londres, que le Rwanda est producteur de l'or, l'Ouganda même, du diamant, des coltans, de bois même, de toutes les richesses possibles que ces pays n'ont pas. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à ceux-là qui demandent qu'on puisse réviser la Constitution. Alors, on n'a pas besoin de ces gens parce qu'ils ne sont pas des nationalistes. Tout pays au monde, qu'il se targue de démocratie, de socialisme, de communisme, ce sont des pays nationalistes. Leur pays d'abord, le reste après. Et ils mettent en place des mesures protectionnistes, que ce soit dans les codes des investissements, que ce soit dans la coopération, les relations étrangères avec d'autres pays. Il y a des règlements pour protéger la nation. Malheureusement, chez nous, ça ne se passe pas parce que nous avons affaire à des mafieux, à des voleurs, à des mercenaires qui se savent que demain, ils vont partir. Raison pour laquelle ils veulent changer la Constitution pour continuer à se fossiliser au pouvoir. Il y a la peur panique au sein de ce que vous appelez PPRD. Il y a la peur panique. Ils sont comme des rats. Ils sont comme des rats dans un bateau qui est en train de couler. Alors le capitaine du bateau est sorti pour venir dire aux matelots et à certains passagers, écoutez, nous coulons. Bientôt, nous mourrons. Alors il y a ceux-là qui cherchent à jeter des bouées de sauvetage sur l'eau afin de chercher à gagner l'autre rive. Malheureusement, ils savent que qu'ils partent ou pas, la population ne fera rien d'eux. Or, si la population était éveillée, mais on allait tuer ces gens. Ce sont des gens qu'il faut appréhender. Le président Kofkelele, oui. Le problème de la révision constitutionnelle, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Il y a à peu près 4 pays qui réforment pour réviser la Constitution. Et on va la République... Il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo, il y a le Niger. Tous les présidents africains sont en train de lutter, en train de chercher de réviser la Constitution pour avoir encore un autre mandat. Mais pourquoi les présidents africains ont-ils du mal à lâcher le pouvoir? C'est parce que ce sont des valets des Occidentaux. Ce sont des domestiques, pour utiliser un terme un peu vulgaire ou populaire. Ce sont des domestiques. Ouais. Ce sont des domestiques, ce sont des chiens de garde qui sont mis là-bas par les Occidentaux. Moi, je ne les appelle pas des politiciens. Écoutez-moi très bien, ce sont des politiciens. Tu comprends? Ce sont des politiciens. Ce sont des chiens de garde. Au Congo et en Afrique, nous avons des politiciens. Le rôle d'un chien, c'est quoi? C'est d'aboyer, de veiller et de mordre. Et au besoin, de tout avaler. Et c'est ce qu'ils font. Ils tuent, c'est ça, mordre. Ils grondent à la télévision, au travers de tous les médias qu'ils ont. Ils veillent sur les richesses qu'ils renvoient aux gens qui les ont nommés, qui les ont mis là-bas. Et c'est le rôle que tout chien joue dans la maison. Donc, nos présidents, ce sont des chiens. Il y a quelques exceptions. Vous savez, prenez par exemple le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema. Celui-là, c'est un président. Il a fait sans doute beaucoup du temps au pouvoir. On l'appelle un dictateur. Hein.
Mais quand la reine d'Angleterre doit rester éternellement, depuis la naissance jusqu'à sa mort, elle n'est pas dictateur ou dictatrice. Hein. Pour eux, c'est une démocrate. Quand le roi de tel pays reste jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à la fin de sa vie, c'est la démocratie. Mais quand un Africain reste à vie et qu'il fasse du bien à la population, il devient dictateur. Vous voyez ça? Vous allez encore en Angola. J'y ai été il n'y a pas longtemps. Vous voyez ce qui se passe en Angola. Il n'y a pas longtemps que l'Angola venait de sortir de la guerre. 28 ans ou 29 ans de guerre. Mais aujourd'hui, allez voir des logements sociaux qui s'y construisent. L'Angola n'a pas ou n'a plus à envier à l'Afrique du Sud, dans des pays occidentaux, Amérique, ou même des pays asiatiques. Non. Vous voyez des gratte-ciel qui se lèvent partout. Vous voyez des autoroutes qui se construisent partout. Vous voyez des quartiers vétustes qui sont rasés et qui sont remplacés par de nouveaux quartiers. Vous voyez des plages qui sont en train d'être aménagées. Ils arrivent même au point d'avoir des usines de montage de voitures. Bientôt, l'Angola va commencer à vendre des voitures au Congo. Pendant que nous n'avons rien, nous n'avons que des Bibles, nous n'avons que de la musique et le mensonge. C'est tout ce que nous avons. Là, si on comprend bien, donc, on peut analyser, retenir que les Occidentaux sont en train de dire l'Afrique entière en erreur. Moi, j'ai bien dit que c'est l'agenda principal des Occidentaux, c'est l'imbécilisation des Africains, ou l'enfantilisation des Africains. On nous prend pour des enfants. Mais à quelques exceptions près, l'occidental n'est pas totalement ou foncièrement mauvais comme on le croit. Parce que s'il était foncièrement mauvais, il n'allait pas exporter sa technologie. Nous avons des voitures selon Blanc. Nous avons des avions selon Blanc. La technologie de construction des maisons et des routes selon Blanc. C'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui ne voulons pas créer le bonheur collectif. Le bonheur pour tout le monde. Le bonheur communautaire. Nous sommes des arrivistes. Nous n'avons pas la culture de la monnaie, de l'argent. Quand quelqu'un est nommé, il veut amasser tout pour lui et sa famille, au détriment de la communauté. Vous savez, ce qui traîne le développement en Afrique, c'est la tribalisation du système gouvernemental. C'est la clanisation du système gouvernemental. Au lieu d'être communautaire, quand on est cloisonné dans les clans, ou dans la tribu, ou dans la famille, il y a un frein au développement. Il y a manque de confiance de quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, de quelqu'un qui n'est pas de ton clan. Or, l'occidental, l'homme blanc, a dépassé cette frontière de la tribalisation. Alors, chez nous, on est nommé ministre. Vous voyez toute une délégation qui quitte le village avec des fétiches. Ils vous amènent des chèvres, ils vous amènent des chaises qui sont badigeonnées par des fétiches. Donc il faut faire d'accord, comme ça, tu seras bien, tu seras protégé. Ils vous amènent des sorciers qui viennent danser là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu es notre chef. Ils vous amènent même des petites filles du village pour devenir tes copines, afin que tu n'aies pas une copine qui n'est pas de ta tribu. Alors, tout se limite là-bas. On n'a donc pas un sens de grandeur. On est resté petit. Vous voyez? Mais l'homme blanc, le fait d'avoir exploré des territoires lointains, vous savez, ça a amené l'expansion de son raisonnement et même dans tout son travail. L'Africain, malheureusement, les Congolais, malheureusement, plus particulièrement, n'est pas allé là-bas. C'est nous, les Noirs, qui ne voulons pas nous développer. Regardez l'Afrique, elle est multiraciale pour le moment. Oui, l'Afrique du Nord, c'est arabe, hein? C'est blanc, parce qu'ils ont la même peau que ceux-là qui nous ont gouvernés, ou qui nous ont colonisés. Mais vous allez voir, il y a une très grande différence quand vous arrivez au Maroc. Bientôt, ils seront les TGV, ils montent déjà des voitures. Bon, ils vivent comme des Européens. Hein? Et vous allez en Égypte, vous allez rencontrer la même chose. En Algérie, vous rencontrez des différences. Allez en Afrique noire plus particulièrement.
Mais c'est catastrophique. Moi, je ne prends pas l'Afrique du Sud comme étant, excusez-moi d'être un peu très distinctif. L'Afrique du Sud, quelque part, moi, je ne la prends pas comme étant l'Afrique, bien qu'il y a des Noirs ici. L'Afrique du Sud, c'est le bastion de la civilisation blanche. Vous voyez? C'est le bastion de la civilisation blanche où ils ont des valeurs occidentales et le fait que les Occidentaux sont restés ici depuis longtemps. Vous voyez, l'Afrique du Sud n'est pas semblable aux pays africains. Vous voyez ça? Elle n'est pas semblable, c'est une autre sphère de la géostratégie des Occidentaux. Vous voyez, au nord, les Blancs, au sud de l'Afrique, il y a les Blancs, nous sommes dans la jungle, et la caractéristique qui nous différencie, c'est que chez nous, c'est la misère noire. En Afrique du Nord, il y a les conforts. En Afrique du Sud, il y a les conforts. Peut-être qu'on nous a mis au test pour qu'on puisse voir que ces gens sont tellement nationalistes. Voyons voir ce qu'ils sont capables de faire. Merci beaucoup, Président. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, je pense que vous êtes en train de suivre les déclarations que le prof Kilele est en train de faire. C'est son opinion et nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Je sais que vous êtes toujours scotché, bien cimenté en train de suivre cette émission. Prof, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. La question, avant la dernière question, est de savoir comment vous avez trouvé cette sensibilisation, l'événement qui s'est passé à Burkina Faso la semaine dernière. Ah ben, ça a été un grand plaisir pour moi. Et j'encourage et je félicite nos confrères de Burkina Faso d'avoir déboulonné en tyran un assassin en même temps qui ne mérite qu'une seule chose, être arrêté, jugé et exécuté pour avoir volé à l'Afrique un fils digne de son nom, à la personne de Thomas Sankara. La révolution au Burkina Faso est malheureusement court-circuitée parce que l'homme noir ne prévoit pas souvent l'avenir. Ben, c'est le Congo qui a montré l'exemple à la plupart des pays africains qui sont sous dictature. Comment combattre la dictature. C'est nous qui étions les premiers à chasser un tyran, le tout-puissant Mobutu Sese Seko, l'empereur du Congo. Nous étions les premiers à organiser une conférence nationale souveraine. Et beaucoup de pays africains ont suivi. Hein. Ça s'est passé au Congo, ça s'est passé, je pense, au Mali, ça s'est passé au Niger. Malheureusement, comme je venais de le dire, le noir ne prévoit pas l'avenir. L'homme blanc prévoit la sécurité dans tout ce qu'il fait. Quand il poursuit un objectif, et quand il atteint cet objectif, il veut être sûr qu'il retient les dividendes de sa lutte. Ainsi, par exemple, vous savez, quand les bolcheviks ont pris Saint-Pétersbourg, ils ont tout fait d'abord, pendant la Révolution, tuer le tsar Nicolas avec toute sa famille, pour que cela ne puisse plus se répéter. La France, lors de la Révolution de 1789, en guillotinant le roi et sa femme, Robespierre, oui, il a fait régner une longue période de terreur, et lui qui est tombé sous le même couperet. Mais c'était pour donner une leçon à tous ceux qui pourront encore opprimer la population. Chez nous, malheureusement, au Congo, vous avez vu, après que nous ayons chassé Mobutu, eh ben, il est resté au pouvoir encore pendant 7 ans, entouré toujours de ses supporters congolais et occidentaux. Il allait de même avec nos confrères burkinabés. Ils se sont battus, ils ont fait une bonne stratégie, mais qu'est-ce qui est arrivé? La différence est là, ce que le noir fait, c'est plus folklorique. Et ce que le blanc fait, excusez-moi d'être symbolique, c'est plus cartésien. Ils ont beaucoup raisonné. Je ne dis pas que l'homme noir ne raisonne pas, mais ce que nous cherchons,
Quand nous l'avons acquis, nous devons les conserver. Les Burkinabés viennent d'être court-circuités parce que le lieutenant Zida ou Juda qui est maintenant là-bas, on ne sait pas s'ils sont le tout, lui qui était le chef de la garde présidentielle, c'est la preuve que Compaoré n'est pas parti. Il est toujours là-bas. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, qui a chassé le chef d'état-major des armées burkinabé. C'est Compaoré tout court. C'était la même chose au Congo. Et je pense que ça va se passer dans la plupart des pays africains parce que nous ne prévoyons pas l'avenir. Parce que nous ne savons pas prévoir la sécurité quand nous cherchons, nous poursuivons un objectif. Et ça se répète maintenant en Afrique du Sud. Ils ont pris le pouvoir des Blancs, mais ils sont en train d'échouer dans la livraison de services. Et l'homme blanc est en train de regarder tout en se moquant d'eux. Et voilà. C'est la dictature, c'est le racisme, c'est l'apartheid qui avait développé l'Afrique du Sud. Ils nous ont tant insultés, condamnés. Ils ont monté le monde entier contre nous. Voilà, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Par contre, ils devaient lancer un défi à l'homme noir, afin à l'homme blanc que nous sommes capables de gérer. Voici ce que nous voulons faire. Un jour, retenez ma parole, un jour, l'homme blanc reviendra au pouvoir en Afrique du Sud. Merci, Président. Mot de la fin. Le peuple congolais doit descendre dans la rue pour chasser du pouvoir, appréhender et juger Hippolyte Kagame et son groupe des assassins et des empoisonneurs. Nous devons les arrêter tous, nous devons les juger et au besoin de les exécuter. Nous connaissons ceux qui empoisonnent, nous connaissons ceux qui tuent les gens, nous connaissons ceux qui jettent les corps des gens emballés dans des sacs et qui les jettent dans le fleuve Congo. J'ai même écrit un poème là-dessus, sur le silence du fleuve Congo et qui avale ses enfants. Nous devons tout faire pour chasser les Rwandais de chez nous, l'Ougandais, les Burundais, et nous devons mettre en place des institutions très fortes et des dirigeants forts. Et nous devons permettre à tout celui qui veut vivre au Congo de pouvoir y venir légalement, Rwandais, Burundais, Ougandais, à condition qu'ils respectent les règles du Congo. Merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci à nos fidèles internautes de toleka.net, www.com. Merci à nos chers internautes de Congo Mikili. Merci à nos fidèles téléspectateurs de Dua TV, CBS. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à la grande équipe technique. Là, je vais derrière la caméra, Boris Ngoyi. C'est lui qui a assumé la réalisation, le filmage de cette émission. Alors, je tiens aussi à remercier ma consoeur Juna Moujuna de Kinshasa. Merci à vous tous. Merci à Pascal Saint-Rival Bakolé. Merci à tous les fidèles fanatiques Nabiso et à Djobour. Merci à vous tous. Vous allez la brancher, scotcher, on a aussi s'intéresser. Nous sommes là, toujours prêts à vous informer, toujours prêts à vous servir. Prof, merci encore une fois. C'était pour nous un grand plaisir. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois de vous inviter encore sur notre plateau. On aura encore le temps de beaucoup échanger sur les restes d'actualité qui dominent les fidèles téléspectateurs. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.